Bonjour à tous, bienvenue aux internautes qui nous rejoignent sur ce live Facebook. Je suis responsable de la communication digitale du CRIF et je suis ravie de vous retrouver pour cette conversation avec Isabelle de Mekenem. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Marie-Sara, merci de m'avoir invitée. Alors Isabelle, vous êtes professeure agrégée de philosophie à l'INSPE de l'Académie de Reims, directrice adjointe du réseau de recherche sur le racisme et l'antisémitisme, qui est un réseau interuniversitaire inauguré il y a un an. Et vous êtes aussi membre du Conseil des sages de la laïcité dont nous aurons l'occasion de parler au cours de cette conversation. Vous avez participé à de nombreux colloques, publié beaucoup d'ouvrages, parmi lesquels Laïcité et valeurs de la République sans questions-réponses pour comprendre les notions essentielles, paru en 2018 chez Studirama. Notre conversation va porter sur le sujet de la laïcité à l'école, un sujet douloureusement remis sur le devant de la scène ces dernières semaines et malheureusement parfois traité avec précipitation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je rappelle aux internautes qu'ils peuvent poser leurs questions en commentaire du live Facebook. Notre invité y répondra après notre échange. Alors, Isabelle, depuis le terrible attentat perpétré contre un professeur d'histoire-géographie, Samuel Paty, à Conflans-Sainte-Honorine, on entend beaucoup parler et on parle beaucoup de laïcité à l'école. On en parle comme une évidence, comme un acquis. Vous avez d'ailleurs vous-même interrogé ce lien consubstantiel entre école et laïcité au cours d'une conférence. Alors, ça veut dire quoi et c'est quoi aujourd'hui la laïcité à l'école? Oui, alors merci de cette première question parce que je crois qu'il est vraiment très important en fait d'avoir une vue globale de ce qu'est la laïcité. Souvent, on la réduit à un aspect totalement fragmentaire et on va dire par exemple la laïcité à l'école, c'est la fameuse charte de la laïcité qui a été introduite donc dans les écoles, les collèges, les lycées publics en 2013 et c'est effectivement devenu un document de référence pour la vie scolaire, pour les élèves, pour les parents, pour les professeurs. Mais si on réduisait la laïcité, le principe de laïcité à cette charte, encore une fois, on n'en aurait qu'une vue vraiment partielle et fragmentaire. Donc il faut vraiment appréhender la laïcité, le principe de la laïcité dans son intégralité, dans sa totalité. Et pour ce faire, si vous voulez, moi j'aime bien rappeler que à l'école, qu'est-ce qu'on fait à l'école? Ben déjà, on y va pour apprendre, pour apprendre des choses, comme disent les tout petits élèves. Ils en ont une très nette conscience. Ils font déjà bien la différence entre la famille et l'école, et ils savent que voilà, ils y vont pour apprendre des choses. Bon, alors c'est une bonne entrée pour aborder la question de la laïcité, le statut de la laïcité à l'école. Et ce statut, il est fondamental, mais il est tacite parce que la laïcité sous-tend les programmes d'enseignement, les disciplines qui sont enseignées de l'école maternelle jusqu'au lycée. Et on a tendance à l'oublier, on a tendance à mettre de côté les programmes. Or, les programmes sont fondés sur la notion de vérité, sur la norme de vérité reconnue, de vérité établie, de vérité reconnue dans une communauté scientifique, par exemple. Donc, ultimement, les programmes renvoient à la rationalité de l'être humain. Et comme on le sait, la raison est indépendante de tout dogme, de tout État, de toute confession, de tout parti politique, et elle est présente en tout homme, comme nous l'a appris le grand Descartes. Donc, la rationalité des programmes, la vie scolaire est également laïque. C'est-à-dire que la vie scolaire est fondée sur le droit. Le droit, et le droit, il est laïque dans notre société. Et ultimement, le droit qu'on applique à l'école renvoie au droit de l'être humain, au droit de l'homme. Et la notion de droit de l'homme aussi, elle est séparée de toute notion religieuse, de tout fondement religieux. Donc la vie scolaire qui imprègne les établissements, les écoles et les établissements est également laïque. Donc les enseignements, la vie scolaire, et puis, bien évidemment, cet ensemble qui s'articule l'un à l'autre fait que l'ensemble de l'école est encore une fois laïque. Donc on ne peut pas la réduire soit à la charte, soit à la loi de 2004 dont nous reparlerons également. Alors, peut-être
point de vue, une histoire peut-être plus concrète, vous parlez de vie scolaire. Alors, la question des signes religieux, par exemple, ça peut peut-être rentrer dans cet ensemble de vie scolaire. Cette question donc, des signes religieux revient beaucoup quand on parle de laïcité à l'école. En France, qu'est-il autorisé et pourquoi? À quelle législation ces droits et ces interdictions se réfèrent-ils? Oui, alors, en milieu scolaire, si vous voulez, on a connu un tournant véritablement avec la loi du 15 mars 2004. Hein, c'est vraiment une loi qui a fait changer les choses. Bon, qui faisait suite à l'activité d'une commission, une commission qui s'est intitulée du nom de son président, Bernard Stasi, donc la commission Stasi, qui a réfléchi, qui a procédé par audition pendant plusieurs mois et qui a rendu un rapport donc au président de la République de l'époque, qui était Jacques Chirac, et qui a proposé cette loi, une loi scolaire, hein, pour donc effectivement, il s'agissait d'interdire les signes et les tenues qui manifestaient d'une manière ostensible. Ostensible, ça veut dire tout simplement visible, visible du premier coup d'œil, hein, sans qu'on ait à se poser de questions. Les signes et les tenues qui manifestent donc une appartenance religieuse. Voilà, ça c'était vraiment le contenu et l'essentiel de cette loi. C'était un texte très laconique qui se résumait à un seul article. Hein. Donc cette loi a vraiment changé les choses et d'ailleurs très rapidement, hein, parce qu'il y avait beaucoup de conflits qui s'étaient développés dans le milieu scolaire. Les chefs d'établissement réclamaient précisément l'intervention d'une loi. Ils perdaient beaucoup de temps à discuter, à ergoter sur des détails, etc. Donc voilà, ils étaient vraiment très demandeurs d'une loi clarificatrice. Et une loi, c'est une norme générale qui s'impose aux élèves, en l'occurrence, hein, puisque le cas des professeurs, si vous voulez, dont nous reparlerons également, était déjà réglé, si j'ose dire, en matière d'obligation de neutralité. Hein, mais il s'agissait donc là vraiment de la vie scolaire, comme vous le disiez. Et cette loi, si vous voulez, on a retenu surtout le contenu prohibitif, hein, puisque effectivement la lettre de la loi dit clairement à partir d'aujourd'hui, à partir du 15 mars, à partir de la rentrée 2004, puisque l'application s'est plutôt déroulée donc à la rentrée de 2004, à la rentrée scolaire, donc les signes et les tenues qui manifestent de façon, encore une fois, ostensible une appartenance religieuse sont interdits. Bon, mais cette loi prescrivait également, et prescrit toujours, puisqu'elle est toujours en vigueur, un dialogue avec l'élève, avec les parents de l'élève, etc. Donc une procédure de dialogue avant toute chose, avant toute décision. Hein. Donc c'est extrêmement important de bien faire comprendre que la loi ne s'applique pas d'une manière mécanique et automatique, qu'elle est toujours précédée d'une phase de dialogue. Et dans un bilan qui a été effectué de cette loi, notamment à travers un sondage, en fait, il y a eu plusieurs bilans. Il y a eu un bilan donc en 2005, hein, un rapport de l'inspection générale qui montrait que cette loi avait été bénéfique sur le plan du climat scolaire, avait amélioré le climat scolaire, qu'on pouvait enfin se consacrer à ce qui est plus important à l'école, c'est-à-dire l'enseignement et d'autres activités connexes, mais en évitant les conflits. Et puis, il y a eu une enquête en 2018 qui a montré aussi que cette loi, si vous voulez, d'une part, elle était bien intégrée désormais par les différents protagonistes et en premier lieu par les élèves, et que précisément, elle avait pacifié les climats scolaires. Donc, voilà. Alors, vous aviez dit, c'est une loi qui contenait, je crois, un article, mais qui a fait couler tellement d'encre qu'on a du mal à imaginer que c'est un texte aussi court. Absolument. Mais vous voyez, vous évoquiez l'assassinat de Samuel Paty, et en préparant cette émission, je me suis rappelé que des événements dramatiques qui avaient vraiment une valeur déjà de prodrome de ce qu'on a pu connaître à travers la série d'attentats, parce que hélas, l'assassinat de Samuel Paty s'inscrit aussi dans une longue série de meurtres, hein, sur notre territoire. Mais en 2004, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait des journalistes français qui avaient été faits prisonniers en Irak, Chénaud et Malbruno, hein, j'ai retenu leur nom de famille. Ils étaient donc otages en Irak
aux mains de l'armée islamique irakienne. Peu avant donc la rentrée scolaire, il y avait eu des menaces précisément qui avaient été diffusées, divulguées. Cette frange fanatisée, l'armée islamique irakienne, avait menacé de porter atteinte à la vie de ses otages, donc des ressortissants français, si on appliquait la loi de 2004 dans les écoles, les collèges et les lycées publics. Vous voyez? Donc, l'assassinat de Samuel Paty, je crois, il est à réinscrire dans cette longue durée, cette construction de la laïcité en France, mais aussi à l'école, parce que l'école est effectivement le lieu privilégié d'expression, d'application et de dévolution du principe de laïcité. Donc ce n'est pas un lieu comme un autre, l'école. Ouais. Alors, Isabelle, vous êtes membre du Conseil des sages de la laïcité, créé en 2018 par le ministère de l'Éducation nationale, présidé par Dominique Schnapper. En quoi cela consiste-t-il? Quels sont les objectifs de votre mission? Oui, absolument. Alors, il ne faut pas se laisser impressionner par le titre un peu blanc. Conseil des sages de la laïcité, c'est vrai que c'est impressionnant. Moi-même, je suis impressionnée d'avoir été promue sage du jour au lendemain. Alors, vous avez raison de pointer l'attention sur cette instance parce que je crois qu'elle est encore mal connue, y compris des enseignants qui souvent la voient de loin ou se demandent en quoi elle consiste. C'est une instance donc qui est chargée de conseiller le ministre et le ministère de l'Éducation nationale en matière de politique de laïcité. C'est-à-dire que concrètement, nous nous réunissons très régulièrement, nous nous saisissons, ça c'est très important parce que nous avons une activité indépendante. Nous n'obéissons pas au ministère, nous ne sommes pas sous la coupe directe de Jean-Michel Blanquer. Nous nous auto-saisissons de sujets que nous jugeons importants, vous voyez, qui apparaissent dans l'actualité. Et nous y réfléchissons ensemble parce que nous sommes un consortium de personnalités, de disciplines très diverses. Et ça fait toute la richesse, je crois, du Conseil des sages. Il y a des juristes, des historiens, des philosophes, il n'y a pas que des enseignants, il y a des journalistes, il y a des gens qui ont des responsabilités diverses et variées, des universitaires bien sûr, des inspecteurs généraux de l'éducation nationale. Donc vraiment, il y a tout un potentiel, si vous voulez, de réflexion que nous mettons au service vraiment d'un éclairage de questions qui nous paraissent vives et sur lesquelles nous voulons précisément attirer l'attention de Monsieur le ministre et du ministère en lui disant voilà, ça c'est vraiment un sujet qui nous semble important. Alors, pour vous donner un exemple, nous avons produit l'année dernière une note qui consistait à attirer l'attention sur un sujet qui nous paraît complètement délaissé alors qu'il est étroitement imbriqué dans la question de la laïcité et du contenu qu'on donne à l'enseignement de la laïcité dans le cadre de l'école publique au sens large du terme. C'est une note sur l'approche, ce que nous avons appelé l'approche laïque des faits religieux à l'école. Et c'est un enseignement que les enseignants ont tendance à mettre de côté parce qu'ils l'appréhendent et à juste titre. Ils vont encore plus l'appréhender suite à l'assassinat de Samuel Paty. Ils vont effectivement se demander, mais voilà, dans quoi je m'engage? Est-ce que je suis légitime pour parler de ces questions? Ce sont des faits religieux qu'on me demande d'aborder en classe, mais voilà, à quoi je m'expose? Qu'est-ce que je risque? Etc. Bon. Or, pour revenir à la considération par laquelle j'abordais la question de la laïcité à l'école, précisément l'approche laïque des faits religieux fait partie des programmes d'enseignement. C'est une question transversale à différents programmes d'enseignement, comme par exemple l'enseignement de la littérature, pas que de l'histoire, géographie ou de l'éducation civique, mais de la littérature. Donc à partir de là, plusieurs enseignants sont susceptibles d'aborder cette question. Et donc, nous avons estimé qu'elle était mise de côté et qu'il fallait donc réassurer
les enseignants tout d'abord, mais d'abord rappeler l'obligation de cet enseignement laïque des faits religieux à l'école. D'accord. Alors, à la suite du drame de Conflans-Sainte-Honorine, de nombreux professeurs, dont votre collègue du fameux Conseil des sages de la laïcité, Yanis Roder, ont déclaré que le signal d'alarme au sujet de l'islamisme à l'école avait été tiré depuis longtemps, sans retour ou réaction du gouvernement. Certaines mesures avaient été mises en place, notamment un dispositif imaginé par Jean-Michel Blanquer qui permet aux professeurs de signaler les atteintes à la laïcité dont ils sont témoins. Qu'en pensez-vous? Est-ce suffisant? Et y a-t-il un isolement des professeurs face au problème des atteintes à la laïcité à l'école? Alors, le sentiment d'isolement, je dirais presque qu'il est normal parce que c'est vrai qu'un enseignant, on l'oublie, il est seul dans sa classe. Donc, l'exercice professionnel est lui-même, s'exerce lui-même, s'accomplit lui-même dans la solitude. L'enseignant est confronté à une classe et on sait à quel point c'est lourd d'avoir en charge entre 25 et vous savez qu'en terminale, on peut avoir jusqu'à 36. 36 élèves, donc ce sont des effectifs vraiment très lourds à prendre en charge et les professeurs ont non seulement la discipline à assurer, mais l'enseignement. Donc, ils ont une double tâche qui est très lourde, très éprouvante, très pénible et ils sont encore une fois seuls devant des groupes d'élèves, donc qui peuvent être des groupes très conséquents et parfois des groupes très remuants, comme on le sait. Donc ce sentiment de solitude, il existe. Alors néanmoins, je crois que les dispositifs qui ont été mis en place depuis quelques années, mais c'est vrai que la transmission du principe de laïcité a été quand même renforcée depuis un certain nombre d'années. Et je citais tout à l'heure la charte de 2013, mais vous savez qu'en 2015, à nouveau, à la suite d'attentats meurtriers sur notre sol, le ministère avait aussi publié un plan, qu'il avait d'ailleurs appelé un plan de mobilisation pour la transmission des valeurs de la République, qui avait à nouveau insisté sur la question de la laïcité, son urgence et son acuité à l'école. Donc, il faut vraiment réinscrire les choses dans une durée, et parfois dans la durée longue de l'histoire longue, du temps long. Tout à l'heure, je remontais à Jules Ferry. Bon, donc, il y a effectivement un nouveau dispositif depuis 2018 qui m'amène à penser que quand même les enseignants devraient se sentir moins seuls qu'auparavant. Alors, ce dispositif, quel est-il? Désormais, dans chaque rectorat, existe une équipe valeurs de l'école et de la République. Et donc, les enseignants peuvent se tourner vers cette équipe qui est disponible par définition, qui est là pour répondre aux attentes, aux questions, aux dilemmes, aux interrogations, aux problèmes, et pour aider les enseignants dans la résolution de conflits portant sur laïcité et les enseignements plus globalement, quels qu'ils soient, puisque les enseignements peuvent s'avérer aussi litigieux, même s'il n'y a pas de lien étroit ou express avec la question de la laïcité. C'est très paradoxal, mais c'est ainsi. Bref, donc désormais, dans les rectorats, il y a des interlocuteurs de proximité, ai-je envie de dire, à travers ces équipes qui peuvent également se déplacer, se rendre in situ pour appréhender une situation, pour épauler les équipes et donc entamer aussi un dialogue avec les enseignants vraiment le plus facilement du monde. Les enseignants ont également une faculté tout à fait nouvelle, c'est-à-dire qu'ils peuvent effectivement saisir le rectorat, l'instance académique, qui est l'instance de proximité, quand ils pensent avoir constaté un incident relatif à la question ou au principe de la laïcité. Il arrive quelque chose au cours de leur enseignement en classe, ils estiment que c'est suffisamment grave pour être relaté, pour être décrit, et donc ils font un signalement par le biais d'une application qui a été mise à disposition, et cela, ça c'est vraiment, je crois, tout à fait nouveau,
ces outils, donc il y a une application et il y a un dispositif de saisine directe du ministère de l'Éducation nationale. Donc là, on passe à l'échelon au-dessus de l'académie, puisque nous sommes dans un beau système à multiples dimensions, hein, l'échelon académique et l'échelon national. Donc, tout enseignant qui pense avoir vécu un incident et qui souhaite le faire savoir peut alerter soit une équipe de proximité donc au sein du rectorat, soit faire une saisine directe au ministère de l'Éducation nationale. Et s'il fait cette démarche, l'enseignant obtient une réponse dans les 24 heures. Hein. On lui dit, voilà ce qu'il en est, on peut lui faire un rappel de la réglementation, lui dire, vous pouvez vous fonder sur tel texte, pour répondre à tel parent, à tel élève, pour résoudre le conflit, etc. Bon, donc ça, ce sont de nouveaux outils et je crois que effectivement, ils sont tout à fait précieux parce que précisément, on manquait de tels dispositifs auparavant. Et puis par ailleurs, bon, pour remédier à ce sentiment de solitude, bon, les enseignants, si vous voulez, travaillent toujours au sein d'équipes. Hein, s'ils sont seuls dans leur classe, ils ne sont pas seuls dans leur école ou dans leur collège ou leur lycée, heureusement. Et vous savez qu'il y a des échanges entre pairs, hein, entre enseignants, qui sont très intenses. Et il y a une forme de solidarité, d'aide, d'appui, même d'auto-formation. Hein. On sait que sur la laïcité, les échanges entre enseignants sont les plus efficaces finalement. Hein. Les enseignants, entre eux, se disent, mais voilà, moi j'ai découvert tel ouvrage, telle ressource sur Canopé, sur un tel site, etc. Donc, pour aborder la laïcité, il y a une petite vidéo que tu peux présenter à tes élèves, etc. Donc, les échanges entre pairs, entre enseignants, sont également une source d'amoindrissement de ce sentiment de solitude. Et puis enfin, n'oublions pas que dans les écoles et encore plus nettement dans les collèges et les lycées, on a des équipes dirigeantes, on a des chefs d'établissement dans les collèges, les principaux, et dans les lycées, les proviseurs. Alors je sais que la situation du primaire, elle est un petit peu moins favorable puisque les directeurs n'ont pas de pouvoir hiérarchique. Vous savez, ce sont des enseignants qui assument les responsabilités de directeur, mais ils n'en ont pas les prérogatives. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Il est question que ça évolue et je pense que ce sera favorable, une telle évolution, parce qu'effectivement, on a besoin aussi d'un responsable légal. Le chef d'établissement est le responsable légal et il est notamment le garant de l'ordre républicain. Donc c'est aussi une ressource, et cette fois une ressource humaine, vers qui un enseignant, même isolé, même un enseignant qui ne parlerait pas à ses collègues, mais mettons que cette fiction puisse exister, je n'y crois pas beaucoup, mais bref, en tous les cas, les chefs d'établissement qui ont eux-mêmes des adjoints sont des ressources, ils peuvent intervenir dans les classes, ils peuvent recevoir les parents, ils peuvent recevoir les élèves. Donc je pense que tout cet environnement cumulé, avec les ressources que je viens d'indiquer, donc parmi elles des ressources nouvelles et encore une fois des ressources, parce que le dispositif de saisine que j'évoquais, qui est à disposition désormais de chaque enseignant, eh bien c'est un dispositif qui transcende le lien hiérarchique. Et ça, c'est très nouveau dans notre système, parce que notre système éducatif est très fondé, encore maintenant, sur une organisation hiérarchique. Or là, on a donné la faculté à tout enseignant de base d'écrire directement à une équipe nationale pour obtenir une réponse dans les 24 heures sur une question de la laïcité. On comprend donc que les professeurs, même s'ils sont en proie à connaître ce sentiment un peu d'isolement, sont quand même accompagnés par différents outils pédagogiques et humains. Alors, je voulais parler, il nous reste peu de temps, mais les questions sont nombreuses sur ce sujet qu'on connaît mal. Je voulais parler un petit peu quand même des cours, des contenus. Moi, ça fait maintenant longtemps que j'ai quitté les bancs de l'école, donc je ne suis plus forcément au fait de tout ça. Ce professeur, donc Samuel Paty, a été assassiné parce qu'il a montré des caricatures publiées dans Charlie Hebdo au cours d'un enseignement sur la liberté d'expression. Alors, ces cours sur la liberté d'expression, sur la laïcité, est-ce qu'ils sont obligatoires à l'école? Est-ce qu'ils sont au programme? Quelle forme ils prennent? Moi, à l'époque, j'ai connu l'éducation civique. Alors, c'est peut-être une nouvelle forme.
ou est-ce qu'il s'agit peut-être d'initiatives personnelles? Hmm. Alors, il y a plusieurs choses dans votre question, mais j'aimerais revenir juste sur le début de votre formulation. Quand vous disiez Samuel Paty a montré les caricatures qui avaient été publiées par Charlie Hebdo. Et je pense que là, pour comprendre son geste, parce que ce geste peut paraître encore litigieux hein, pour certaines personnes, etc., qui témoignent d'une incompréhension ou d'un malentendu, j'ai presque envie de dire, il faut surtout avoir conscience de la finalité, dans quel but ce professeur utilisait ces caricatures. Hein. Et j'ai envie de dire, pour faire comprendre ce but, qu'à l'école, on a le droit, on a la liberté de montrer par exemple un tableau qui représente une femme nue. Et on ne va pas le faire par provocation, hein, pour blesser la pudeur des adolescents, hein, qui peut être très vive, comme on a tendance peut-être à l'oublier. Bon, donc bref, ce n'est surtout pas par provocation que ce geste a pu être conduit, mené. J'ai envie de dire que tout ce qu'on transpose à l'école et qui émane de la société ambiante, donc en l'occurrence les caricatures avaient été publiées, hein, donc tout ce dont un professeur peut se saisir devient à l'école un document. Et j'aime beaucoup rappeler l'étymologie du mot document. Un document, c'est ce qui nous instruit, comme le dit la langue latine. Donc, la source que l'on montre, elle change de statut, elle devient un support pour faire réfléchir les élèves. Encore faut-il qu'ils acceptent eux-mêmes d'entrer dans cette logique de réflexion, dans cette logique pédagogique, dans cette logique didactique. Hein. Bon. Alors, pour répondre à votre question sur les programmes et puis la part d'initiative personnelle, il faut savoir qu'un enseignant dispose, et ce principe a été consacré par une loi d'orientation, tout enseignant dispose de ce qu'on appelle la liberté pédagogique. C'est-à-dire qu'il est entièrement libre du choix de ses supports. Il peut se servir d'un manuel scolaire, mais il peut rejeter tout usage de manuel scolaire, hein, sachant que les manuels scolaires, par définition, ne sont pas imposés aux enseignants. Hein. Il n'y a aucune prescription. Donc, ce qu'a fait Samuel Paty relevait par le choix du support, encore une fois, qu'il avait choisi d'utiliser en classe, en cours, de sa liberté pédagogique. Et ça, c'est un principe intangible. C'est aussi précieux pour les enseignants que la prunelle de leurs yeux. Hein. Ils ont souvent choisi ce métier pour la liberté que ce métier confère. C'est une liberté qui s'inscrit dans une organisation, mais ils ont au moins, si vous voulez, cette capacité de choisir la façon dont ils vont enseigner. Ce qu'ils vont enseigner, en revanche, leur est prescrit. Cela fait l'objet des programmes, hein, comme vous savez, et les programmes sont des programmes nationaux. Et ça, c'est très important que les programmes soient nationaux, parce que ça veut dire que sur tout le territoire, on enseigne les mêmes choses, donc on ne crée pas d'inéquité entre les territoires pour les élèves. Vous rendez compte, si on n'enseignait pas la chose en région parisienne et dans le sud de la France, ça voudrait dire que voilà, il y aurait un enseignement en géométrie variable, sachant que les diplômes et les examens restent nationaux, donc à partir de là, la formation des élèves doit être nationale. Et donc, on a depuis 2015, on a un enseignement moral et civique. Ça s'appelle un enseignement moral et civique qui commence depuis les plus petites classes jusqu'au lycée. On a construit un curriculum d'enseignement moral et civique. Alors, vous voyez, c'est relativement récent et ça s'inscrit aussi en réponse aux attentats de 2015. Voilà, donc ce que vous avez connu, vous, comme éducation civique, a été remanié, appelé différemment, mais on en garde l'esprit. Et pour revenir à votre question, Samuel Paty procédait à cet enseignement civique, donc il était tout à fait dans le cadre de ses missions, de ses fonctions et de son métier. D'accord. Alors,
Isabelle, cet échange est vraiment passionnant. J'aurais encore 1000 questions à vous poser. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers Robert et Jeunesse parce que je sais qu'il y a des questions des internautes et c'est bien qu'on puisse aussi leur donner la parole. Alors, Robert, Oui. est-ce que vous avez des questions pour notre invité? Oui, bonsoir Marie-Sara, bonsoir Isabelle. Débat passionnant qui est salué par beaucoup de nos internautes, que ce soit sur Zoom ou sur Facebook. J'ai choisi trois questions, si on a le temps pour vous les poser. Je commence par la première, qui est une question double. La laïcité est-elle un droit ou un devoir? Et elle continue de la manière suivante. La laïcité est-elle le devoir de respecter chaque tradition et croyance ou le droit de les critiquer? Et quelles sont les limites entre ces deux notions de respect et de critique? Oui. Je réponds directement à votre question ou j'attends les Non, autres? allez-y, allez-y. Alors, j'ai presque envie de dire, la laïcité n'est ni un droit ni un devoir. Vous voyez, ça illustre précisément le flottement autour de cette notion de laïcité. Le principe de laïcité, vous savez, on peut le définir, contrairement à ce que beaucoup prétendent et précisément aux confusions qui se sont installées au fur et à mesure du temps. Ce sont quatre dimensions qui se conjuguent dans le principe de laïcité, ce qui participe d'ailleurs de sa complexité. Et voilà pourquoi il nous est difficile de l'appréhender. Moi-même, il m'a fallu de nombreuses années. Il a fallu que je lise beaucoup de livres, que j'assiste à beaucoup de colloques pour enfin pouvoir le cerner dans son intégralité et sa complexité. Donc, alors, le principe de laïcité, c'est en premier lieu la liberté de conscience, qui est dévolue à tout citoyen. Et c'est une liberté, pour le coup, immense. Et la liberté de conscience va au-delà de la liberté de religion, puisqu'elle inclut la liberté de ne pas avoir de religion et de changer de religion. Donc c'est la séparation également, le principe de laïcité, de l'État et des églises et des cultes et des confessions, donc ce qui amène comme corollaire la neutralité de la sphère publique, des services publics. Donc liberté de conscience, indépendance de l'État par rapport aux religions, neutralité des services publics, et enfin, c'est une autre grande liberté qui est reliée à l'application du principe de laïcité. Voilà pourquoi nous devrions tous être des laïcs, j'ai presque envie de dire enthousiastes. C'est que le principe de laïcité garantit également la liberté de culte, la liberté d'exercer sa religion et de la pratiquer. Donc voilà, c'est cet ensemble que regroupe le principe de laïcité. Et vous voyez, on y voit des obligations qui s'appliquent dans le cadre de la sphère publique, des services publics, et d'autre part des libertés fondamentales. Merci beaucoup. Les deux autres questions, je vais les réunir aussi en une seule, donc elle sera un peu longue. Et on nous demande, l'école est-il le seul acteur pour expliquer et enseigner la laïcité? L'éducation à la maison ne joue-t-elle pas un rôle au moins aussi important? Et la question est complétée par une autre question sur le rôle des parents à l'intérieur de l'école. Note notamment des demandes spécifiques à la cantine, des demandes spécifiques dans les cours de sport et de piscine et sur la mixité. On voit que les cours sur la Shoah sont parfois difficiles. Le religieux est-il entré dans les écoles par les parents? Oui, alors, une question très, très dense. Alors, l'école est-elle le seul lieu où l'on puisse enseigner la laïcité? Alors, bien sûr, une réponse raisonnable me conduirait à dire non, mais l'école est un lieu privilégié pour transmettre le principe de laïcité. Elle a une importance particulière que nous confirme l'histoire.
Je reviendrai à la loi du 28 mars 1882, c'est le début de l'école laïque en France. Hein. Et c'est très très important de voir que on laïcise, le ministre de l'époque, Jules Ferry, laïcise l'école, et précisément, il commence par l'école. La première inscription du principe de laïcité en France, avant l'État, s'effectue à l'école. Et si vous voulez, cette empreinte historique, à mon avis, elle est restée. Voilà pourquoi, chaque fois qu'il y a un problème relatif à la laïcité, on se tourne vers l'école et on se demande ce que fait l'école. Bon, mais il y a une importance vraiment privilégiée de l'école en France par rapport à cette question. Voilà pourquoi elle est toujours au premier plan et hélas, voilà pourquoi elle s'est retrouvée récemment en première ligne d'un islamiste en l'occurrence. Hein. Donc, l'école, par rapport aussi aux parents et à l'articulation qu'elle pourrait avoir avec les parents, bon là, il y a beaucoup de choses à dire. Moi, j'aime rappeler aussi ce propos de Hannah Arendt, vous savez, dans son célèbre essai sur la crise de l'éducation. Je crois qu'elle avait parfaitement compris ce en quoi consiste l'école, et là, c'est d'autant plus intéressant qu'elle ne raisonnait pas à propos de l'école française, donc de l'école laïque, puisqu'elle était aux États-Unis à l'époque, et elle observait plutôt la dégradation du système éducatif américain. Mais elle disait, l'école, alors elle s'exprimait d'une façon normative, hein, elle fixait les normes à atteindre, et elle disait, l'école, qu'est-ce que c'est? C'est ni la famille, ni la société, disait-elle. Et c'est un énoncé limpide qui dit bien que l'école est un lieu spécifique, est un lieu à part, est une espèce de parenthèse. Alors je ne dis pas que dans la famille, on ne puisse pas transmettre le principe de laïcité, les valeurs de la République. Bien sûr que cela est possible, mais cela va dépendre précisément des choix parentaux, si vous voulez. Donc, si on se contentait de recueillir l'éducation familiale, si l'école se contentait de se reposer sur l'éducation familiale, il est clair qu'elle ratifierait une espèce d'inégalité entre les familles. La famille comme instance, comme institution, n'est pas laïque, hein, à la différence de l'école. L'école est la première institution laïque que rencontre un individu dans sa construction en tant que citoyen. Voilà pourquoi l'école se démarque, si vous voulez, de la famille. Bien évidemment, des parents sont libres de donner l'éducation de leur choix, et cette éducation peut tout à fait comprendre, bien sûr, l'idéal laïque, hein, mais on ne peut pas se fonder sur la famille pour cette transmission. Voilà, donc pour répondre à votre question. Alors, l'association des parents à la transmission du principe de laïcité à l'école, on sait qu'elle ne se fait pas, hélas. Les parents ne sont pas assez impliqués à l'école et par l'école. Ça veut dire que, si vous voulez, il faudrait que le milieu scolaire, quand il réfléchit à un projet sur la laïcité avec les élèves, eh bien, pense à associer les parents, soit les représentants des parents, puisque les parents ont des élus au sein des écoles et des établissements scolaires, donc on a des parents un peu professionnels là qui pourraient être des ressources, mais soit l'ensemble des parents d'élèves pourraient être invités à réfléchir à l'élaboration de ce qu'on pourrait faire, par exemple pour la journée nationale de la laïcité qui se déroule le 9 décembre. Bon, elle sera peut-être un peu plus compliquée cette année en raison de la crise sanitaire, mais voilà. Et hélas, on sait que les parents ne sont pas trop associés par les équipes pédagogiques pour la dévolution de ce principe de la laïcité. Ça devrait effectivement changer. Par rapport au conflit école et parents d'élèves, alors on sait, grâce à un rapport de l'inspection générale qui a été publié en 2000, enfin qui vient d'être publié, un rapport sur l'application du principe de laïcité dans les établissements scolaires, on sait que les conflits scolaires ont en quelque sorte essaimé, ils sont passés du second degré au premier degré. Hein. C'est davantage donc à l'école primaire qu'une montée des conflits, des incidents a pu être observée. Elle a été documentée dans ce rapport de l'inspection générale qui est désormais disponible sur le site
du ministère. Et ces conflits sont générés non pas par les élèves, parce que les élèves sont trop petits à l'école primaire, si vous voulez, n'ont pas encore suffisamment de réflexion, d'autonomie pour voilà, chercher à s'opposer à leurs enseignants, au contenu des cours. Donc, c'est par le biais des parents. Et effectivement, ce sont des contestations plus ou moins insidieuses, mais qui peuvent aussi prendre un caractère agressif et violent, et qui émanent des parents. Hein. Et les questions de restauration scolaire, on sait qu'elles viennent en première position de la liste des litiges. Voilà. Or, on oublie que la restauration scolaire, c'est un service rendu aux familles. Ce n'est pas directement un service scolaire, c'est l'école qui aménage cette restauration, et c'est un service surtout offert. D'ailleurs, c'est un service qui est assuré par les mairies plutôt. Donc, c'est un service proposé aux familles. Et c'est d'autant plus dommage, je trouve, que les conflits puissent germer dans ce contexte de la restauration scolaire, c'est-à-dire un lieu précisément où les élèves devraient pouvoir se rencontrer, échanger, dialoguer, être sereins pour bien prendre leur repas, etc. Donc, que des conflits puissent s'immiscer dans ce contexte-là, je trouve que oui, c'est très regrettable, et ça en dit long sur une dégradation, sur une conflictualisation qui est encore une fois de plus en plus précoce dans le déroulement de la scolarité et qui émane des parents. Oui, absolument. Merci beaucoup Isabelle pour tous ces éléments de réponse. Je sais que c'est compliqué de tout balayer en très peu de temps, surtout sur un sujet qui est douloureux et qui est présent en ce moment énormément dans tout ce qu'on peut lire et entendre. Merci beaucoup en tout cas Isabelle de Meckenem pour cette conversation. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Merci à vous tous les internautes d'avoir suivi cette nouvelle conversation du CRIF. Nous nous retrouverons très bientôt pour un prochain échange. En attendant, vous avez rendez-vous la semaine prochaine avec les amis du CRIF. Toutes les informations seront disponibles dans les prochains jours. Je vous invite donc à rester connectés. Très bonne soirée à tous et à bientôt.